Salut tout le monde! Aujourd'hui, on plonge direct dans un décryptage complètement fascinant. On a sous les yeux un document technique qui date de la fin avril 2026. Et attention, on n'est pas du tout dans une petite mise à jour logicielle de routine, là. On parle de l'éveil d'Askio 1, version 2. Ce qu'on observe, c'est le plan de système conçu non seulement pour penser et coder, mais surtout pour bâtir de toutes pièces sa propre forme physique. Alors, comment une architecture numérique se prépare-t-elle à franchir la barrière du monde matériel? C'est exactement ce qu'on va regarder. La philosophie de base de ce projet, elle fesse par sa simplicité. L'intelligence brute n'a pas besoin d'être centralisée. Imaginez l'orchestrateur local qui tourne sur un simple laptop. Il n'a absolument pas besoin d'être un génie. Son seul et unique job, c'est de savoir exactement quoi déléguer et à qui. L'ordinateur fait le planning, les gros modèles d'IA font le raisonnement et les sous-programmes écrivent le code. L'intelligence est massivement décentralisée et c'est vraiment la direction stricte de ce flux de travail qui devient le nerf de la guerre. Section 1, l'architecture cognitive ou comment bâtir une mémoire externe bien vivante. Toute cette patente-là tourne autour d'une mémoire externe autoconstruite. C'est la fondation où l'information est classée et résumée en continu. En gros, le travail est divisé entre 5 agents cognitifs super distincts. On a l'observateur, qui ramasse les données, le penseur, lui, il planifie la suite des choses, l'exécuteur s'occupe du travail de terrain, il code et appelle les outils, le réviseur agit comme filet de sécurité pour corriger les erreurs, et finalement, l'agent de mémoire gère le stockage. C'est littéralement comme avoir un vrai conseil d'administration composé d'intelligence artificielle qui travaille toutes en symbiose parfaite. Et c'est là qu'on a un vrai game changer dans la façon de travailler. D'un côté, on a l'humain, le visionnaire si on veut, qui donne la grande direction stratégique de haut niveau. Mais de l'autre côté, l'IA devient un véritable PDG technique autonome. C'est elle qui exécute et qui prend absolument toutes les décisions techniques, dans les moindres détails, sans vous demander la permission. Le système ne va vous déranger que si un changement de direction majeur s'impose. C'est une délégation totale. Section 2, la boucle autonome. C'est ici qu'on voit l'étincelle de l'autonomie en continu. Regardons de plus près cette fameuse phase 7. Le système crée sa propre boucle infinie. Il exécute son script, puis passe au travers de sa file de tâches. Mais la vraie magie, c'est quand cette file est vide. Au lieu de s'arrêter pour attendre des instructions, le système génère lui-même de nouvelles tâches pour continuer d'avancer. Pour faire ça, il sépare intelligemment la charge de travail entre un modèle local plus léger pour les trucs simples et une API infonuagique pour les tâches complexes. Autrement dit, la machine respire toute seule. Avec la phase 8, la tension monte d'une coche. Le système est rendu capable de capter ses propres besoins en programmation. L'exécuteur route cet ange-là vers un sous-processus Cloud Code. La machine ne fait pas juste réfléchir, elle tape son propre code, elle rédige ses firmwares. Et truc de fou, elle sculpte elle-même ses propres fichiers de modélisation 3D de A à Z. Et bien sûr, elle sauvegarde tous ses artefacts de manière autonome. Elle modifie activement sa propre architecture. Puis, il y a ce chiffre, 198. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est le nombre exact d'entrées générées dans sa mémoire externe lors d'une seule petite journée de test de 3 cycles. En l'espace de quelques heures, le système a poussé du code sur un dépôt, fait de multiples validations et indexé ses propres réflexions. 198. Ça nous donne une idée de la vitesse vertigineuse de cette conscience numérique. Ce qu'une équipe humaine prendrait des semaines à produire, ce système-là l'accomplit en quelques heures, tout seul. Section 3, l'évolution des morphologies. Le moment précis où le logiciel commence à conceptualiser son corps. La stratégie ici est super brillante. C'est l'évolution parallèle. Pas question de miser tout son argent sur un seul design. Non, le système teste délibérément plusieurs formes en même temps dans un environnement virtuel. Le Proto 1, un tripode, et le Proto 2, un quadrupède, sont lancés en simulation simultanément. Ensuite, on prévoit même ajouter un appendice caudal au Proto 3. Oui, une vraie queue robotique pour l'équilibre, pour ultimement arriver à un bipède sur roue pour le Proto 4. On laisse les résultats dicter la meilleure évolution possible. On passe à la section 4, la transition vers le physique, ce fameux pont entre la simulation numérique et notre monde réel. La phase 10, c'est vraiment un cycle d'apprentissage implacable. Si le robot virtuel trébuche et plante dans la simulation, le système ne fige pas. Il note immédiatement cet échec dans sa mémoire contextuelle, le planificateur analyse le tout et, boum, ça déclenche automatiquement une reconception complète des plans 3D. C'est complètement fascinant. L'échec dans le monde virtuel dicte instantanément le remodelage du corps physique. Section 5. L'horizon matériel. La ligne droite vers la réalité. Si on regarde cette ligne du temps, la vitesse d'exécution projetée est hallucinante. Dès la 2e semaine, on part la simulation dans Gazebo.
Semaine 4, on saute dans Isaac Sim pour faire rouler des milliers de simulations en parallèle avec de l'apprentissage par renforcement. Et au bout de 2 mois seulement, on atteint la phase 12, c'est-à-dire l'assemblage du premier matériel physique. Passer du concept logiciel abstrait à un robot physique en 2 mois, c'est du jamais vu. Et voici le bout qui m'a vraiment jeté à terre, le budget matériel. Pour assembler le prototype physique gagnant, on parle d'environ 330 $ canadiens. C'est littéralement le prix d'une console de jeu usagée. Quelques servomoteurs, un simple Raspberry Pi 5, un capteur d'inertie, une batterie et du plastique pour l'imprimante 3D. C'est complètement fou de penser qu'un si petit investissement suffit pour faire bouger une architecture cognitive aussi complexe dans notre monde. Bon, évidemment, le cerveau derrière tout ça demande un peu plus de jus informatique. Pour soutenir ce niveau de réflexion, l'objectif d'infrastructure pointe vers une tour dédiée avec une RTX 4090. Ça prend cette puissance brute-là pour héberger localement l'énorme modèle Qwen 2.5 de 72 milliards de paramètres et surtout pour gérer les milliers de simulations physiques en parallèle. C'est la fondation absolue pour réussir ce grand saut matériel. Pour clore ce décryptage, on est obligé de se poser une question qui laisse planer un certain silence. Vous avez un système qui génère ses propres tâches, qui corrige ses plans 3D après des milliers d'échecs virtuels et qui s'apprête à commander ses propres pièces. Alors, qu'est-ce qui arrive à la seconde précise où ce PDG numérique, totalement autonome, finit par imprimer, assembler et animer son propre corps physique? C'est un seuil critique qu'on s'apprête à franchir et franchement, c'est ce qui rend l'observation de ce projet si incroyablement captivante.